dans le futur, pense au réchauffement climatique et aussi à la transition énergétique en général. Donc voilà, nous sommes donc dans une situation où nous avons connu un été assez compliqué, avec des températures qui étaient à peu près 4 degrés au-dessus de la moyenne saisonnale normale. Et j'ai entendu pas mal d'entre vous, agriculteurs, qui ont eu des soucis aussi bien pour avoir de la tomate au mois de juillet, au mois d'août, que d'avoir des abeilles qui butinent dans ces mêmes mois, parce que les fleurs étaient stériles. Donc j'espère que nous aurons des solutions. Et Serge est là pour ça. Je vous remercie. Je sais pas si ça vient du micro, parce qu'il a pas l'air d'être allumé. Ah, je ne sais pas, il faut peut-être passer par en dessous. Non, je l'ai allumé, mais il n'est pas là. Vous m'entendez? Non, non. Attends, on va voir. Après, je peux parler fort. C'est ça, parce que là, au moins, Je vais commencer sans micro en attendant, comme ça on ne perd pas de temps. Est-ce que vous m'entendez bien au fond de la salle quand même? voilà, Ça sera mieux comme ça. Voilà. merci. Bon, du coup, avec cette brève introduction, j'ai quand même une diapo pour me présenter. Donc moi, je suis Serge Zaka. Je suis docteur en agroclimatologie. Si on découpe le mot, c'est agronomie et climatologie, c'est-à-dire l'impact du climat sur l'agriculture et l'agriculture sur le climat. J'ai mon petit chapeau que je mets toujours dans mes présentations et que j'ai toujours sur moi. Si vous me voyez à la télévision, en général, c'est que c'est pas bon signe. Donc je suis membre du conseil d'administration d'Infoclimat qui regroupe les passionnés de météorologie en France. Je suis chasseur d'orage. Vous avez ici mon site et je travaille pour la société ITK. Et aujourd'hui, j'interviens pour Montréal. Alors ça va être hyper scolaire parce que je sors de l'académie, on va dire de l'INRA, de l'INRAE maintenant. Donc je suis très très scolaire et je pense que c'est assez simple pour vous. Déjà, j'ai placé un retour sur l'année 2022 pour comprendre ce qui s'est passé en 2022. Ensuite, on va parler des sécheresses, du gel tardif, des canicules. J'ai vraiment différencié les phénomènes météo. Et avec ce qu'on a appris sur la météo, on va faire un peu de l'agro-météo. On verra le blé, le maïs, la prairie, l'arboriculture et la vigne. C'est un peu ce qu'il y a sur le territoire. Et je pense que ça peut être intéressant. Alors, je ne suis pas du genre à dire c'est la fin du monde et on va tous souffrir. Je suis plutôt du genre à dire il y a des conséquences, il y a des faits. Et qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Donc ce sera avec des solutions. Vous ne partirez pas en pleurant de la salle. J'espère. Du coup, première définition, l'agrométéorologie, c'est l'impact de la météo sur l'agriculture. En gros, le risque de gel à 7 jours, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, est-ce qu'il faut mettre des bougies, est-ce qu'il faut allumer les tours avant, etc. Et de l'agriculture sur la météo, là c'est typiquement l'irrigation. La météo, c'est ce qui se passe sur le court terme. Et l'agroclimatologie, c'est la même science en fait, mais c'est juste que le climat, c'est sur le long terme. En gros, l'impact du climat sur l'agriculture, c'est quelle sera l'évolution du gel d'ici 2100, quelle sera l'évolution des canicules, quelle sera l'évolution de mon rendement. Et l'impact de l'agriculture sur le climat, c'est les gaz à effet de serre, par exemple, avec la production de viande et le stockage du carbone. Je commence par le retour sur 2022. Et ce graphique n'est pas terminé, parce que quand j'ai fait la présentation, on n'avait pas encore eu la douceur d'octobre. Donc vous voyez, ici, vous avez la courbe en noir des normales de saison. C'est la température qu'il est censé faire en France, suivant les mois. C'est pour ça qu'il fait plus chaud en été, la courbe est plus haute, et on descend avec l'hiver et l'automne. Lorsqu'on est en rouge, c'est la courbe de 2022, c'est le rouge et le bleu. Lorsqu'on est en rouge, c'est qu'on est au-dessus des normes. Et lorsqu'on est en bleu, c'est qu'on est en dessous. Donc déjà, on remarque qu'il y a beaucoup plus de rouge que de bleu, ça veut dire que cette année, on a passé plus de temps au-dessus des normes qu'en dessous. Et le seul moment où on a eu un temps qui était froid, c'était en avril, et c'est forcément le moment où il ne fallait pas qu'il fasse froid parce qu'il a gelé alors que les arbres avaient débourré. Donc voilà, on n'a pas eu de chance. Et tout le reste, ce sont des canicules et des chaleurs qu'on a eues. Et il manque la chaleur d'octobre qui était encore en point d'interrogation à l'époque parce que c'était en prévision quand j'ai fait le graphique. Mais maintenant, c'est la plus grosse anomalie de l'année, elle n'est toujours pas terminée. Et donc au final, l'année 2022, avec tous ces extrêmes qu'on a eu, toutes ces canicules, pour l'instant, c'est l'année la plus chaude que la France ait eue au 10 octobre, et c'est toujours le cas, et encore plus le cas au 24 octobre.
Voilà, c'était la température. Maintenant, on va parler de l'eau. Donc vous avez ici toujours la courbe un peu plus grisée au centre. C'est la courbe de l'humidité du sol normal en France. Plus on monte vers le haut, plus on est vers les records d'eau dans le sol, et plus on descend vers le bas, plus on est dans les records de sécheresse du sol. Et donc vous voyez, avec la courbe de 2022, on a tapé en fait le point le plus bas, donc c'était la sécheresse la plus intense que la France ait observée, pire qu'en 2003, pire qu'en 1976. Au mois d'août, il n'y avait plus que 16% de l'eau dans le sol dans toute la France. Ça veut dire que certaines régions, il n'y avait plus que 1 ou 2% sur les 2 premiers mètres, et dans d'autres régions, il était 20-30%, mais en moyenne, il n'y avait plus que 16% de l'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur toute la France, il n'y avait plus que 16% d'eau. Donc maintenant, on a commencé à remonter, parce que l'automne arrive, mais on est toujours dans la zone rouge. C'est juste que je n'ai pas encore trouvé un graphique, il faut que je demande à Météo France, pour le mettre à jour. Et donc, en conséquence, en fait, sécheresse, canicule, en fait, là, vous avez toutes les pertes de rendement par zone de production. Le fourrage, donc, si on peut donner à manger aux animaux, je pense que vous êtes déjà des connaisseurs, moins 33% au mois de septembre, donc ça veut dire qu'il y avait un tiers de moins de production de fourrage. En gros, qu'est-ce qu'on donne à manger aux animaux si on a déjà un tiers de moins à leur donner à manger? L'orge de printemps, c'était plutôt moins 12%, etc., etc. Le maïs, il y a moins 50 à moins 60% dans le sud-ouest de la France, et en moyenne sur la France, on est plutôt autour des moins 10. Il y a juste le colza qui s'en est sorti, simplement que le colza a été récolté avant les canicules. C'est pour ça qu'ils en est sorti en fait. Donc ça c'était juste pour le petit appétit, la petite mise en bouche de 2022. Je ne pouvais pas ne pas en parler, parce que cette année a été exceptionnelle et elle l'est toujours. Maintenant on va regarder catégorie par catégorie ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer plus tard. Là vous avez les sécheresses jusqu'en 2022, jusqu'en même 2021. Et là ça va vous étonner, parce que tous les points en bleu sur la France, ce sont les zones où il pleut plus sur l'année. Et oui, en fait, tous les 3/4 de la France, le changement climatique fait qu'il y a plus de pluie. C'est hyper étonnant par rapport à tout ce qu'on vit. Les points en rouge, c'est les zones où il y a moins de pluie. Et la région dans laquelle on se situe, c'est un peu une zone de transition entre le bleu et le rouge. En général, dans le nord de la région, il pleut plus, dans le sud, il pleut moins, mais ici, c'est plutôt stable. Vous allez me dire, donc ça c'est depuis 1959. 1961. Vous allez me dire, mais pourquoi alors on observe une augmentation de la sécheresse en France? Depuis les années 1959, il y a plus 7% de surface en sécheresse en France. On retrouve l'année 1976, la fameuse, l'année 2003, et l'année 2022 va se situer à peu près par là. Et l'année n'est pas terminée, je ne peux pas faire le graphique pour toute l'année. Donc elle va se situer vers le haut, là-haut, donc ce sera la plus grosse sécheresse qu'on a eue en France. Alors il pleut plus, et il y a plus de sécheresse. C'est pas logique. Donc ça c'était pour le niveau national, mais si on descend au niveau régional, la Champagne-Ardenne c'est aussi 7%, et si j'arrive chez nous, Languedoc-Roussillon c'est plus 15%. Voilà, donc il y a un dégradé nord-sud, il y a plus de sécheresse dans le sud de la France que dans le nord. Je vais essayer d'expliquer maintenant ce paradoxe entre le fait qu'il pleut plus et le fait qu'il y a plus de sécheresse. Donc, grâce à ça, on va aller jusqu'en 2100. Donc là, ce sont les données officielles de Météo France. Vous avez l'hiver du futur et l'été du futur. Ok ? Donc c'est à partir de 2070 pour un scénario moyen de changement climatique. C'est à peu près celui sur lequel on va actuellement si on arrive à changer de politique. Donc, quand on est en bleu, c'est qu'il pleut plus, et quand on est en rouge, c'est qu'il pleut moins. Et on voit très bien en hiver, en France, avec le changement climatique, il va plus pleuvoir, entre 40 et 80 mm de pluie en plus. Et dans la région, c'est à peu près 40 mm de pluie en hiver, en plus. En été, c'est l'inverse. On est entre 0 et 40 mm de moins, sachant qu'on a déjà une belle sécheresse en été. Donc quand on enlève 40 mm alors qu'il en tombe déjà à peu près 60 il me semble sur l'été, ça fait beaucoup. En fait, le changement climatique, il ne faut pas regarder ce qui se passe sur l'année, il faut regarder ce qui se passe dans les saisons. Plus de pluie en hiver et moins de pluie en été. Vous comprendrez que l'agriculture ne pousse pas en hiver, elle pousse plutôt en été.
Alors là, vous avez la quantité de pluie qui tombe quand il pleut par jour. En gros, c'est l'intensité des précipitations. Dans un climat de référence, ici dans la région, on est, grâce aux épisodes sénols, quand il pleut beaucoup plus. La moyenne des orages avec les orages sénols, ça fait tirer la moyenne vers le haut. Dans l'avenir, en fait, il pleuvra encore plus quand il pleuvra. C'est-à-dire que les jours où il pleuvra beaucoup plus. L'intensité des pluies augmente. Et ça a déjà été observé, plus 20% de précipitations dans votre région lors des épisodes sénols. Et c'est là où on fait le lien. C'est que ici, vous avez, j'ai pris les Deux-Sèvres, Vienne, Charente, je prends un peu toutes les régions de France, hein, mais c'est la même conclusion ici, dans votre région. Là, ce sont les pluies efficaces. Ce sont les pluies qui pénètrent dans le sol. Et la problématique, c'est qu'il a tendance à plus pleuvoir, mais vu qu'il pleut de façon plus intense, l'eau ne pénètre pas dans le sol, elle ruisselle. Vous connaissez très bien la problématique ici. Et donc, en fait, au final, les pluies qui sont utilisées par les plantes, elles sont en diminution. Simplement parce que, de 1, il fait plus chaud, mais ça on le verra tout à l'heure, et de 2, quand il pleut de façon plus intense. Là, je reprends mon graphique de tout à l'heure sur l'humidité du sol en France. Il a été un peu simplifié visuellement pour qu'on comprenne, parce qu'après je vais rajouter des choses dessus. Donc vous avez en orange la courbe moyenne de l'humidité du sol en France, et en bleu ce sont les extrêmes, donc les records hauts, et en marron ce sont les records bas. Donc normalement l'humidité du sol en France, suivant les mois, elle se situe entre la courbe bleue et la courbe marron. C'est l'enveloppe en fait d'humidité des sols. Maintenant je rajoute ce qui va se passer avec le changement climatique. Vous avez ici la courbe en violet, c'est ce qui se passe à partir de 2070, et elle se superpose à la courbe marron. Ça veut dire que les records qu'on observait actuellement, ça sera la norme de 2070. Les sécheresses de type 2022, ça sera normal en 2070. Donc c'est souvent ce qu'on dit en climatologie, les records d'aujourd'hui seront la norme de demain, et c'est exactement ce qu'on dit aussi en agroclimatologie, pour les mêmes raisons. Mais je vous ai dit qu'en hiver, il pleuvait plus. Pourtant, l'humidité des sols, là, vous voyez, elle diminue. En fait, c'est, comme je vous ai dit, baisse des précipitations efficaces, c'est-à-dire que quand il pleut plus, donc ça ne pénètre pas dans le sol. Mais en plus, il fait plus chaud en hiver. Ça veut dire que les végétaux, ils sont réveillés plus tôt et ils se couchent plus tard, on va dire, comme actuellement ils sont réveillés presque en novembre. Ça veut dire qu'ils transpirent. Il y a des feuilles, donc ils utilisent cette eau dans le sol, et donc c'est pour ça que l'humidité des sols diminue. En été, c'est plus facile à comprendre. Au niveau du 2, c'est simplement qu'il pleut moins, il fait plus chaud, donc logiquement, il y a moins d'eau dans le sol. Donc tout au long de l'année, le sol va s'assécher. Et on a un nouveau type, alors là je vais en parler parce que ça a été le cas dans votre région. On a un nouveau type de sécheresse qui est apparu dans les publications scientifiques cette année, par rapport aux observations qu'on a eues en 2019. Donc ça, c'est les deux types de sécheresse classiques qu'on connaît, qu'on en parle souvent sur TF1, d'ailleurs sur BFM. La sécheresse agricole, en gros, c'est la sécheresse sur les 2 premiers mètres du sol, c'est là où il y a les racines. Et la sécheresse hydrologique, là c'est beaucoup plus profond, il n'y a pas de racines, c'est les nappes phréatiques. Donc il peut y avoir des liens, en général une sécheresse agricole, si elle s'aggrave, ça se propage en profondeur. Et une sécheresse hydrologique, elle peut être présente alors qu'il y a de l'eau en surface. C'est ce qui se passe actuellement. On sort de l'été, il n'y a encore toujours pas d'eau qui atteint les nappes, alors qu'en surface, on commence déjà à réhumidifier. Mais la particularité de ces sécheresses-là, c'est qu'il faut plusieurs semaines à plusieurs années pour qu'elles se mettent en place. C'est ce qui s'est passé cette année. À partir du mois de janvier, il ne pleuvait plus, et il a fallu attendre à partir du mois d'avril et de mai qu'on commence à parler de la sécheresse. Mais le 28 juin 2019, il a fait extrêmement chaud dans la région, jusqu'à 46 degrés chez moi, malheureusement, et ici chez vous il faisait autour de 40 à 43. Ok, les températures, 46, 43, pourquoi pas, mais le fait le plus important c'est que le Mistral il se fait. Le Mistral et la tramontane. Et en fait, si vous étiez dehors ce jour-là, le 28 juin 2019, vous avez l'impression d'être complètement dans un sèche-cheveux. À la sortie d'un sèche-cheveux, c'est simplement que ça se dessèche extrêmement vite parce que le vent, il fait augmenter ce qu'on appelle l'évapotranspiration. En gros, il arrache les molécules d'eau des feuilles et il dessèche complètement la feuille. Et la problématique, c'est qu'il n'y avait pas de sécheresse dans le sol. Donc quand on s'est retrouvé dans les champs
en fin d'après-midi et dans les vignobles, on a vu que des pans entiers de vignes qui étaient vertes le matin étaient complètement mortes le soir. Donc en une après-midi, on a une défoliation totale du végétal le plus résistant à la sécheresse qu'est la vigne. On s'est dit, il y a un truc qu'on a oublié en science, c'était, cette sécheresse éclair, qu'on ne pensait pas que c'était possible en fait. Il y avait de l'eau dans le sol et pourtant on a perdu 12% de la production de vin dans l'Hérault en 6 heures. Et ces sécheresses éclairs, ce sont des phénomènes extrêmement localisés et qu'on est en train d'étudier actuellement. C'est des phénomènes brutaux qui ne nécessitent pas au préalable d'une sécheresse du sol. C'est basé sur l'évapotranspiration, c'est-à-dire que c'est quand il y a 46 degrés avec du vent, tout se dessèche. Un peu quand vous faites sécher votre linge, en gros, quand il y a du vent, ça sèche plus vite. Là, c'est pareil pour les degrés. La première caractérisation, observation, c'est en 2012 avec 36 milliards d'euros de pertes en 3 jours pour le maïs. Donc ça fait beaucoup aux USA. Et ça concerne de plus en plus le maïs et le tournesol en France. On a pu l'observer cet été, parce qu'avec chaque canicule, on avait le vent de nord-est qui soufflait à 30 km/h. Et c'est un vent qui dessèche tout, forêt et culture comprise. C'est pour ça qu'il y a eu des incendies. Alors maintenant, on quitte la sécheresse. Je pense que c'était assez clair pour le moment. N'hésitez pas s'il y a des questions sur la sécheresse. On va passer au gel. C'est plus rapide. Donc les observations depuis 1950. Donc j'ai pris une station proche et une station éloignée. Vous avez ici, depuis 1959, le nombre de jours de gel dans une ville, donc là à Saint-Dizier et à Nîmes. Pour ceux qui ne connaissent pas, Saint-Dizier, c'est du côté de Langres, parce qu'on m'a posé la question une fois, donc, et Nîmes, vous savez très bien où c'est. Et donc en fait, à Saint-Dizier et à Nîmes, on a une tendance à la diminution du nombre de jours de gel. Je ne vais pas vous l'apprendre, il fait plus chaud, donc il y a moins de gel. C'est logique. Et si je projette jusqu'en 2100, vous avez ici le nombre de jours de gel dans les années de référence, donc avant l'accélération du changement climatique, et dans un climat futur. Donc si je prends la région, ici, ça dépend du microclimat et des vallées, parce qu'il y a énormément de microclimats, mais en moyenne, on avait 30 jours de gel par an. Bien sûr, en altitude, il y en a plus, et bien sûr, dans les fonds de vallée d'éventés, il y en a plus. Mais en moyenne, c'est 30 jours de gel. Dans l'avenir, on n'aura plus que 20 à 10, donc il y a moins de nombre de jours de gel avec le changement climatique. C'est encore plus marqué dans le nord. Dans le nord, on peut passer, par exemple, ici, on passe de 50 à 30, donc on perd 20 jours de gel. Vous allez me dire, c'est hyper intéressant pour l'agriculture, moins de gel. Pourtant, en 2021 et en 2022, on a perdu 6 milliards d'abricots, de cerises, de vignes à cause du gel. Et c'est un deuxième paradoxe sur lequel je vais discuter tout à l'heure. Alors là, on avait vu le nombre de jours de gel, maintenant on va regarder la date des dernières gelées. En gros, c'est le gel qu'il peut y avoir au sein de glace. Après les seins de glace, en général, statistiquement parlant, on a moins de risque de gel. Mais avec le changement climatique, le fait que la température augmente, les seins de glace ne sont plus valables. Ça veut dire qu'au mois de mai, il n'y aura plus de gel. Dans votre région, ce sera plutôt décalé à début avril. À partir de début avril, il ne gèlera plus. Il y aura moins de chances qu'il gèle à partir de début avril. Vous allez me dire que c'est intéressant pour l'agriculture, mais en fait, ça n'agit pas forcément. Donc on a vu les sécheresses, on a vu le gel. Maintenant, on va passer à ce qui fait moins plaisir. Ce sont les canicules. Et vous pouvez avoir une très belle photo du Pic Saint-Lô et de l'Ortus avec un éclair que j'ai fait cet été. Observation, pareil, depuis 1959. Donc vous avez la station de Chartres. C'est vraiment une station au centre de la France. C'est la même chose pour Nîmes. On a gagné 1,6 degré depuis 1959. Ce graphique-là, vous le connaissez par cœur, on le voit partout. C'est le changement climatique, c'est l'augmentation de la température. En fait, ce qui nous intéresse en agriculture, ce n'est pas forcément la température moyenne sur l'année, c'est le nombre de jours au-dessus de 25 et le nombre de jours au-dessus de 35, parce que c'est des jours stressants pour les plantes. Le nombre de jours au-dessus de 25, là à Strasbourg, et c'est la même chose pour Nîmes, il a été multiplié par 2 en 60 ans. C'est-à-dire que non seulement la température augmente, mais les journées chaudes augmentent. Et ce qui nous intéresse en agriculture, ce sont surtout les canicules, donc c'est des phénomènes extrêmes. Parce que c'est là où ça pose des problèmes pour les plantes. Pour une plante qui fasse 20 ou 23 degrés, ça va accélérer son développement, mais ça ne va pas la tuer. Par contre, une plante qui subit des canicules à répétition et des sécheresses, c'est là où on aura des pertes de rendement.
Vous avez ici l'intensité des canicules depuis 1940. Donc plus on avance, là, il est à jour ce graphique avec les canicules, les 3 canicules de 2020. On peut voir que les canicules de 2006 et de 2003 étaient plus intenses que celles de 2022, sauf qu'en 2022, il y en a eu 3, juin, juillet et août. Et ce qu'on observe très rapidement dans le graphique, c'est que plus on avance, plus les canicules sont nombreuses. Elles commencent à être de plus en plus intenses, c'est simplement que les points ont tendance à se décaler vers le haut, et ils sont de plus en plus nombreux, c'est-à-dire que les canicules sont de plus en plus nombreuses. Là, je ne vous apprends rien, c'est simplement le fait que la température augmente, donc la probabilité qu'il y ait des canicules augmente également. Et qu'est-ce qui va se passer en 2100? Et bien là, vous avez la température moyenne annuelle, la référence, donc ce qui s'est passé en 1976 à 2005, et à partir de 2070 pour un scénario de réchauffement moyen. Dans votre région ici, d'ailleurs c'est la mienne aussi, on est à peu près à 14-16 degrés de température moyenne annuelle. Tout le monde nous envie? Non, on est à peu près à 12 à 14 degrés de température moyenne annuelle. Tout le monde nous envie, mais il faut savoir que ces 12 à 14 degrés, ils engloberont toute l'Aquitaine, le Poitou et même Paris. Ça veut dire que d'ici 2070, le climat qu'on a ici remonte vers le nord. Et chez nous, eh ben, on a le climat andalou qui commence à arriver, et donc on va gagner à peu près encore 2 degrés ou 3 degrés sur la température moyenne. Donc ça c'était la température moyenne, c'est juste pour information, mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est les jours à 35 degrés. Parce qu'à 35 degrés, la pollinisation par exemple du blé se fait beaucoup moins, la pollinisation du maïs est arrêtée, la pollinisation des courgettes, des tomates, etc., elle ne marche plus, même s'il y a de l'eau. Ça s'appelle un stress thermique. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque d'habitude dans la région, ici, c'est l'une des régions les plus chaudes de France, il y avait à peu près 3 jours au-dessus de 35 degrés par an. Ça, c'est le climat du siècle passé. Maintenant, les 35 degrés, en fait, moi quand je regarde la télévision, quand il fait 35, c'est ça va. Par contre, quand il fait 40, on se dit, ça commence à faire chaud. Et avant, c'était l'inverse. C'était quand on disait 30, ça va encore. Par contre, quand on disait 35, c'est commence à faire chaud. Donc en fait, on s'est habitué à ce climat, mais en fait, il faut savoir qu'il n'y a que 3 jours normalement sur 35 degrés. Cette année, on a eu, je sais pas, 30, un truc dans le genre. En moyenne, à partir de 2070, on en aura 13 à 16. Ça veut dire que chaque an, il y aura 13 à 16 jours. Certaines années, il y en aura 60, d'autres, il y en aura 10, mais en moyenne, on sera entre 13 et 16. Et c'est ça qui est particulièrement impactant pour l'agriculture, on va tout à l'heure. Alors là, c'est le même graphique que tout à l'heure sur les sécheresses, sur les canicules, mais c'est la durée en fonction de l'intensité. C'est des petites bulles, et plus en gros elles sont grosses, plus la canicule a été intense. La canicule de 2003 qui a fait 17 000 morts en France, elle est là. Elle a duré 15 jours, elle était à 29,5 degrés de température moyenne nationale. Ici, il a fait 44 degrés. Dans le nord de la France, il faisait un peu moins, il faisait 37 peut-être. Donc ça donne une température moyenne avec le matin de 29,5. D'ici 2070, dans le pire des scénarios, parce que je n'ai pas trouvé la figure où on a un scénario médian où le point serait plutôt par là, dans le pire des scénarios, on a une canicule qui dure 80 jours avec 34 degrés de température moyenne. Ça veut dire que 80 jours, autant vous dire qu'en gros c'est la canicule de juin à septembre. Et concrètement, ce que ça donne sur le terrain, là j'ai pris une donnée du côté de Troyes. Je trouvais que ça faisait un petit peu trop peur de prendre les données ici. Et bien ici, vous voyez, pour Troyes, en juillet, le matin il fait 33 et l'après-midi il fait 48. Et ça pendant 6 jours. En gros, c'est la panique dans les EHPAD, mais je pense que presque toute la salle ne sera plus là d'ici. Sauf moi, je serai peut-être encore vivant. Et avant 2000, les 40 degrés, c'était 1 an sur 5 ans. Donc quand il faisait 40 degrés en France, c'était waouh. Il fait 40 degrés en France, on ne parlait pas forcément du changement climatique à l'époque. Maintenant, quand il fait 40 degrés en France, c'est genre éteindre la télévision, on l'a déjà vu. Par contre, quand il commence à faire 45, on dit, il y a un problème. Et à partir de 2060, ce sera 45 degrés, 1 an sur 50, ce sera ça qui sera exceptionnel. Allez, maintenant, on a fait toute la météo et on passe à ce qui vous intéresse, les impacts agricoles. Et il y a cette figure-là, moi je l'adore.
parce que c'est les rendements de blé depuis 1815, donc ce sont des données archivées, etc., dans les bibliothèques nationales. Vous avez ici le rendement du blé en France depuis 1815, avec une très violente rupture à partir de 1950. Pourquoi il y a une violente rupture à partir de 1950? C'est la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et alors, ce que disaient les politiques, c'est qu'il fallait une autonomie alimentaire pour éviter les famines, parce qu'on était un peu à plat à la sortie de cette guerre. Et donc, on va investir massivement dans la chimie, dans la génétique, dans l'industrialisation, dans la mécanisation, etc., etc. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment un problème de ne pas avoir suffisamment à manger. Il fallait absolument nourrir l'ensemble des Français. Maintenant, ce modèle n'est plus forcément valable, parce qu'on mange beaucoup trop et on engage beaucoup trop. Et donc, il faudra revoir ce modèle. Mais à l'époque, en fait, c'était un modèle qui était nécessaire. Ça, c'est ce que disaient les politiques, mais en fait, en réalité, quand vous donnez à manger à la population, et surtout à boire, ils sont un peu plus doux avec les politiques, parce que quand on a le ventre plein, on est moins violent. Et d'ailleurs, ça se voit avec tous les printemps arabes qu'on a eus et les guerres. Et il y a beaucoup de guerres qui ont été déclenchées à cause de problèmes de récolte. Et donc, pour maîtriser la politique, il faut donner à manger aux gens. Voilà. Et surtout à boire. Sauf qu'à partir des années 2000, il y a toujours du progrès génétique, il y a même du numérique, il y a Internet, il y a plein de trucs. Et pourtant, le rendement, il n'augmente plus. Ouais, et alors en fait, les scientifiques se sont demandé pourquoi. Nadine Brisson et Monsieur Leroux, en 2010, quand j'ai commencé à travailler avec eux à l'époque, ils se sont dit pourquoi le rendement il augmente plus en fait. On fait tous les efforts génétiques possibles et existants, la mécanisation est toujours là, elle est même encore mieux, on a de la chimie de ouf, et en fait, le rendement il n'augmente pas. Et donc ils se sont dit on va regarder, on va modéliser un petit peu tout ça, et en fait 70% de l'explication de cette stabilisation du rendement, elle est due à un déficit hydrique pendant le montaison et le remplissage du blé. En gros, c'est quand le grain doit se remplir, il n'y a pas suffisamment d'eau pour le faire gonfler. Et les chaudages, donc les chaudages, c'est des températures supérieures à 25 degrés, c'est ce que je vous ai montré avant, pendant le remplissage du grain, parce que quand il fait trop chaud, le grain il a du mal à se remplir. Donc ça, c'est 70% de l'explication. Les autres raisons, c'est la modification des rotations, parce qu'on a décidé, bien sûr, de mettre toutes les légumineuses en Brésil, et au final, les légumineuses qui étaient fertilisantes pour le sol, on les a enlevées et en fait on les a remplacées par de la chimie. On est en train de revenir dessus, mais cette modification des rotations a fait que le sol était moins fertile. Et ensuite on a une certaine désintensification voulue par l'Europe, où on est en train de priver de plus en plus la production de molécules chimiques, parce qu'elles sont trop dangereuses pour l'environnement. Alors c'est un point positif bien sûr, mais du coup le rendement il est un petit peu moins bon. Mais est-ce qu'il faut aller vers la course au rendement meilleur? Ça c'est une autre question. Et donc au final, vous voyez, il y a des petits points qui apparaissent vers le bas et qui correspondent à des événements climatiques. En 2016, c'était un excès d'eau pendant la récolte. Là, en 2022, c'est une sécheresse. Et puis on a plusieurs années comme ça où il y a des pics vers le bas qui apparaissent. C'est les événements climatiques les plus graves qui apparaissent en fait sur le graphique. Je reprends pour Clermont-Ferrand. Vous avez ici le nombre de jours échaudants. C'est le nombre de jours à 25 degrés pendant la période de remplissage du grain. Donc quand il fait au-dessus de 25, ça fait un stress sur la plante et elle a moins de rendement. Et donc on voit bien qu'il y a de plus en plus de jours au-dessus de 25 degrés à Clermont-Ferrand pendant cette période de remplissage du grain, ce qui confirme en fait le fait que les plantes souffrent de plus en plus de la chaleur pendant le remplissage du grain. Ça c'était pour le blé. Maintenant une autre figure que j'aime bien, c'est celle du maïs. Vous avez le rendement ici du maïs depuis 1945, et pour les mêmes raisons que je vous ai expliquées, on a eu la révolution verte, mais à partir des années 2000, exactement la même chose pour le blé, on observe que la courbe a tendance à se stabiliser. C'est certes encore en hausse, même si cette année, le rendement du maïs est plutôt par là. Je n'ai pas encore le graphique de 2022, mais le maïs, il n'a pas trop aimé cette année la sécheresse. Et en fait, il y a une certaine stabilisation du rendement du blé. Et c'est exactement pour les mêmes raisons que le maïs, sauf que j'ai ajouté l'avortement au-dessus de 35 degrés, c'est quand il y a du pollen. Quand il fait 35 degrés, au-dessus de 35 degrés, le maïs ne peut pas faire la reproduction et donc il n'y a pas de grain. Et pour certaines régions, dont la région ici, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est pas très loin d'ici, en fait, là j'ai zoomé un petit peu sur la fin du graphique, c'est la stabilisation du rendement. Et pour certaines régions, on commence à avoir une diminution du rendement du maïs. Cette année, on est par là. Donc,
pour le nord de la France, le maïs, le rendement il augmente encore, mais pour le sud de la France, il commence à se stabiliser. Donc au final, qu'est-ce qui va se passer d'ici 2100? Parce que c'est ce qui nous intéresse. Là, on a fait de l'histoire de l'agriculture et de la météo, mais on va regarder maintenant avec les projections agroclimatiques. Donc ça, c'est quand on couple l'agro et la météo. Et bien en fait, on voit deux zones, le nord et le sud de la France. Le sud de la France, comme je vous ai montré, il va souffrir des sécheresses. Et donc le rendement du maïs, si on ne change rien de par ailleurs, il va fortement diminuer. Pourtant, la zone du sud-ouest de la France, c'est une zone très fortement productrice de maïs. Et dans le nord de la France, en fait, certaines régions les plus au nord vont profiter de l'augmentation de la température, parce que le maïs est mis à la chaleur, mais certaines régions vont également subir des sécheresses accrues. Donc en fait, dans le nord de la France, le maïs sera toujours possible d'ici 2100, mais dans le sud, il sera de moins en moins possible. Pour le blé, c'est différent. Pour le blé, on a une légère augmentation de la tendance dans le nord de la France. Simplement que le CO2 qui augmente dans l'air, eh ben, il est utile pour la photosynthèse. Plus il y a de CO2, plus il peut faire de la photosynthèse. Le blé, c'est une plante en C3, c'est-à-dire qu'elle réagit à la concentration de CO2. Le maïs, lui, le CO2, plus il y a de concentration, ça ne va rien lui changer, c'est une plante en C4, ça ne change rien. Le blé, par contre, lui, c'est comme un fertilisant, le CO2. Et donc, en fait, cet effet de changement climatique, il est un peu compensé par le CO2. Sauf dans le sud de la France, où là, bah, s'il n'y a pas d'eau, ça ne pousse pas, même s'il y a plus de CO2, et donc on ne peut pas faire de photosynthèse. Donc on a une légère augmentation dans le nord de la France et une légère diminution dans le sud. Et il y a une guerre en ce moment en Ukraine et en Russie. La plupart des modèles agrométéo, ils montrent que les futures terres de production de blé se situent en Russie et en Ukraine. Et les terres les plus fertiles pour le blé, les terres les plus intéressantes pour le blé, ce sont les terres ukrainiennes. Donc la force de production du blé mondial, et d'ailleurs la Russie, je crois depuis 1 an ou 2, est passée première exportatrice mondiale de blé, c'est plus la France. Et en fait, c'est que le changement climatique favorise en fait, la découverte de nouvelles terres, la faune permafrost. Ils font plus de blé que ils ont aussi plus de surface. Enfin, ils voudraient avoir encore plus de surface, mais ils n'y arrivent pas. Voilà. Donc ça, c'était l'évolution des rendements, mais en parallèle, il y a aussi une évolution des pratiques. Par exemple, la date de semis du maïs, on le sème de plus en plus tôt, parce qu'il gèle de moins en moins au printemps. Et si on le sème de plus en plus tôt, ça veut dire que la floraison va se faire de plus en plus tôt et on va peut-être éviter les fortes chaleurs. Ça s'appelle la stratégie d'évitement. Mais on a également une évolution de la date de récolte du maïs. Ici, vous avez la date de récolte en Nouvelle-Aquitaine, c'est la même chose dans toute la France. Vous voyez que la date de récolte, c'est le numéro de la journée, là, entre le 280e jour de l'année et le 300e. Et à peu près tous les 10 ans, on gagne 4 jours de date de récolte. Cette année, on a commencé à récolter du maïs en août, ce qui est assez exceptionnel. C'est simplement qu'il fait plus chaud et donc la végétation pousse plus vite. Et un dernier point intéressant pour le maïs, c'est peut-être le seul qui est intéressant, c'est qu'en fait, le maïs, vous savez, on le récolte à une humidité autour des. Je m'en rappelle plus trop, c'est peut-être 25%, même plus bas. En fait, là, vu qu'il fait plus chaud en été, le maïs il sèche sur pied. Donc on peut le récolter beaucoup plus sec. Et donc on n'a pas besoin d'utiliser du gaz ou de l'électricité pour le faire sécher dans du matériel de séchage. Donc ça, c'est une économie d'énergie. Et cette année, c'est particulièrement intéressant parce que l'été il est très chaud, le maïs a séché sur pied. Et donc on a besoin d'utiliser moins de gaz. Alors on va passer maintenant à certaines conclusions puis aux adaptations. Donc ça c'est pour le blé et le maïs, on a vu qu'il y avait une anticipation des stades phénologiques, donc en gros on récolte plus tôt, la floraison se fait de plus en plus tôt. Ça c'était les observations, mais d'ici 2050 et d'ici 2070 on va encore gagner jusqu'à 20 jours de précocité. Donc le cycle du maïs va être de plus en plus rapide. Et on a deux aspects pour le maïs. Malheureusement, le maïs, en fait la plupart de la croissance se fait en juin, juillet et août. Et ce sont les mois les plus chauds. C'est pour ça que le maïs il souffre plus que le blé. Pour ça, on peut travailler sur la date de semis, le semer plus tôt pour éviter que la floraison se fasse pendant les fortes chaleurs. Mais cette année a été un contre-exemple où il a fait 43, 44 degrés en juin pendant la floraison du maïs, malheureusement. Pour le blé, les pertes de rendement vont être un peu limitées grâce au CO2, mais c'est également le blé, on le récolte de plus en plus tôt.
et on le récolte avant les canicules de plus en plus. Et ça évite, en fait, c'est une stratégie d'évitement naturel chez le blé. Vu qu'il pousse plus vite, on le récolte avant les fortes chaleurs. Et pour ne pas vous laisser sur ces notes négatives, il y a quand même énormément de voies d'adaptation et d'anticipation de ce changement climatique. Il y a plein, pour moi c'est un puzzle, et il faut tout regarder ensemble, il faut travailler sur toutes les... C'est pas les OGM qui vont changer le monde, hein, c'est pas les bassines qui vont changer le monde. Ça peut être intéressant, mais il faut regarder plein d'autres choses, il ne faut pas se concentrer que sur une seule idée. Donc déjà, on a des améliorations génétiques. Malheureusement, la plupart des semenciers se sont beaucoup attardés sur la beauté des fruits, le rendement, ne pas éviter la verse, etc., etc. En gros, des choses presque qui ne concernent pas le climat et la résistance aux maladies surtout. Donc, tous les semenciers ont travaillé sur ce sujet et ils ont mis de côté à l'époque des gènes de résistance à la sécheresse, aux canicules, qu'on retrouve peut-être dans certaines anciennes variétés et que maintenant il faut réintroduire dans les variétés commerciales. C'est de faire des croisements entre ces variétés-là pour avoir des variétés qui soient à la fois résistantes à la sécheresse mais aussi productives. On ne peut pas tout avoir non plus. Ensuite, il faut penser à de nouvelles espèces. On a une agriculture qui est ultra simplifiée, en gros c'est maïs, blé, colza, c'est souvent ce qu'on retrouve, mais il faut savoir qu'avec le changement climatique, on va avoir de nouvelles espèces qui peuvent être implantées, qui sont plus résistantes à la sécheresse et à la canicule, comme le sorgho, souvent on en parle. Bien sûr, c'est pas non plus magique, c'est pas parce qu'on va tous faire du sorgho que ça va nous sauver dans l'avenir. Ça dépend du type de sol, ça dépend du type de climat, et on pourra peut-être revenir sur les questions après. Et voilà, mais pour ça, en fait, il faut que l'État réagisse aussi, parce que si on fait de nouvelles cultures et que personne l'achète et la filière agroalimentaire ne fait pas de transformation, qu'on ne consomme même pas, qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Voilà, on va tous se mettre à faire de la pistave, du sorgho et du millet si personne ne l'achète, parce qu'on n'a aucune filière économique derrière aussi puissante que le blé et le maïs. Donc c'est dès maintenant qu'il faut commencer à réfléchir à ce qu'on produit plus tard. Ensuite, on a une évolution des travaux agricoles, et ça c'est important. Parce que souvent, j'entends des agriculteurs me dire, ou sur Twitter, ou des gens lambda qui me disent bah, on va avoir les OGM, on a la technologie, ça va sauver le monde. Et je leur dis, bah, c'est peut-être intéressant, mais par contre, si vous ne changez rien à côté, sur par exemple la conservation du sol, que votre sol, vous le travaillez, qui s'épuise de plus en plus, qui capte moins l'eau, et bah, vous ne ferez pas face aux grosses sécheresses. Donc il y a les techniques de conservation du sol qui peuvent être intéressantes à envisager dans l'avenir. C'est-à-dire un sol qui, on va voir les diapos après, mais un sol qui est mieux conservé, c'est une éponge qui est meilleure pour capter l'eau, et dans ce cas-là, on peut faire un peu plus face aux sécheresses. C'est pas magique non plus, hein. Si on a une grosse sécheresse, même les terres en conservation du sol, bah, elles s'assèchent. Ensuite, on a l'agriculture connectée, ça je travaille pas mal dessus, ça ne va pas sauver le monde non plus. C'est souvent des outils d'aide à la décision, par exemple, quelle quantité d'eau il faut irriguer en fonction de l'état de la plante, parce que la plante ne parle pas forcément, il y a certains stress qui ne sont pas visibles. Et donc on peut lui dire, voilà, il faut mettre 17 mm d'eau ce 18 août, il ne faut pas en mettre plus, parce que sinon la plante, elle n'en a pas besoin. Donc c'est que chaque goutte doit être vraiment le mieux utilisé possible. Ensuite, ce sont les techniques. Donc l'amélioration des outils d'irrigation, qu'il n'y a pas de fuite, ça me paraît logique, que l'aspersion du maïs à l'air libre, ça devient de plus en plus compliqué. On a aussi les bassines qui peuvent être intéressantes dans plein de conditions, et je pense que ça, on pourra revenir aux questions. Donc ça, c'était pour l'adaptation. Donc il y a de la technique, de la technologie. Il n'y a pas seulement de la technologie, il n'y a pas seulement de la technique, il faut les deux. L'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire que cette fois-ci, on diminue les gaz à effet de serre, on reprend du carbone de l'air. Donc là, il y a le stockage du carbone, et ça, c'est la technique d'agriculture de conservation des sols. C'est vraiment la meilleure façon de stocker du carbone dans le sol. Il y a également l'agroforesterie, le replantage de haies, etc. Et dans les atténuations, il y a l'agroforesterie, mais je n'ai pas encore trouvé d'études suffisamment convaincantes au niveau de l'INRA entre le rendement et donc le revenu et le respect de la biodiversité du climat. Il y a encore des recherches, des améliorations à faire. Je sais qu'il y a des personnes qui y arrivent, mais ce n'est pas le cas de tous. Donc il y a encore quelques adaptations à faire pour que ça soit intéressant au niveau économique. Parce que c'est intéressant, bien sûr, au niveau climatique et biodiversité. Et donc je vous ai beaucoup parlé de stocker du carbone, d'adapter aussi les techniques agricoles, qu'il faut arrêter d'épuiser le sol, il faut aussi penser que le sol n'est pas seulement un support, c'est aussi de la vie
qu'il y a dans le sol. Et donc il faut remettre le sol au centre des intérêts. Et donc l'INRA, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étudié plusieurs façons de restocker du carbone dans le sol. Par exemple, le remplacement des fauches pâtures. Au lieu de faucher et de donner à manger aux animaux dans les bâtiments, on met les animaux dans les pâtures, parce que les déjections des animaux, ça fertilise le sol, et un sol qui est plus fertile, c'est un sol qui a plus de vie. L'agroforesterie intraparcellaire aussi, qui peut être très intéressante. L'enherbement aussi, pour les vignobles, de garder un enherbement au pied des vignes, tout ça, ça permet de stocker. Et malheureusement, on voit que les haies, c'est le truc qui stocke le moins. Parce que simplement, les haies, au niveau du nombre de mètres, ça fait juste autour de la parcelle. L'agroforesterie, par contre, il y a plein de rangs, et donc il y a plus d'arbres. Donc ça, c'était pour le stockage du carbone, mais économiquement parlant, comment on s'y retrouve? Parce que ce qui intéresse l'agriculteur, c'est pas seulement la biodiversité, c'est aussi qu'il y a un revenu. Donc là, c'est le prix du stockage du carbone par pratique. Les haies, c'est très cher, et ça ne stocke pas trop de carbone. C'est simplement que les haies demandent beaucoup d'entretien. Par contre, il y a des choses comme l'enherbement. Donc ce sont des choses qui sont même négatives, c'est-à-dire que ça favorise le rendement et ça stocke du carbone. Et après, il y a tout le reste en général, à part les nouvelles ressources organiques, donc la fertilisation organique, tout le reste, ça coûte de l'argent, mais par contre, ça stocke du carbone. Alors maintenant, on a vu les grandes cultures maïs-blé. Je passe à ce qui vous intéresse beaucoup ici, c'est les prairies et l'élevage. Et ça tombe bien, parce que c'est le sujet de ma thèse. Donc ce graphique-là, il est tiré de ma thèse que j'ai soutenue en 2016, où j'étudiais l'impact du changement climatique sur la production de fourrage. Okay, donc ici, vous avez les mois en abscisse, et la matière sèche cumulée, en gros, c'est la production en tonnes par hectare d'herbe, pour faire simple. Vous avez en vert la courbe actuelle. C'est même plutôt vers l'orange. Donc j'ai simulé 4 coupes dans l'année. Et donc ça produit de la matière sèche, ma prairie virtuelle produit de la matière sèche. Et donc au printemps, les pics sont plus importants. En été, le pic est moins important parce qu'il fait plus sec. Et en automne, on a une reprise qui est intéressante. Ça dépend de ce qui s'est passé en été. En rouge, vous avez la courbe avec le changement climatique d'ici 2070. Ce qu'on remarque, c'est que au printemps, on va produire plus de fourrage. En gros, il y a de l'eau dans le sol, il fait plus doux, et donc il y a de quoi à donner à manger aux animaux. Par contre, en été, on produit beaucoup moins de fourrage. C'est exactement ce qui s'est passé cette année. On a eu une coupe peut-être au printemps qui était à peu près bonne, mais même si ce n'était pas la meilleure. Par contre, en été, il n'y avait plus de fourrage du tout, et ça a été une très très grosse problématique pour la plupart des régions de France. Par contre, quand on somme sur l'année, il n'y a pas d'évolution en fait de la production de fourrage, c'est juste qu'on produit beaucoup plus au printemps et beaucoup moins en été. Et donc il va falloir apprendre à faire des stocks de fourrage pour les redistribuer l'année. C'est exactement la problématique qu'on a rencontrée cette année. Il y a autre chose qui est intéressante, c'est vu qu'il fait plus doux, on a une date de mise à l'herbe des animaux qui est de plus en plus précoce. On peut mettre les animaux à l'herbe par exemple du côté des Annecy maintenant mi-mars. Ça peut être intéressant, ça évite de les avoir en bâtiment et puis ils vont directement se nourrir dans les pâtures. Donc ça c'était pour la production d'herbe, mais il faut savoir que les canicules et les sécheresses touchent aussi les animaux directement. Ce sont des organismes vivants qui, comme nous, quand il y a une sécheresse, ils la ressentent. Donc là, on va parler de l'indice THI, c'est l'indice température, humidité de l'air, et I pour indice. Quand il fait 35 degrés dans la région, qui fait 10% d'humidité, vous pouvez faire un barbecue dehors, tout va bien. S'il fait 35 degrés avec 80% d'humidité, pourtant c'est la même température, mais vous avez beaucoup plus de mal à résister à la chaleur. C'est simplement que l'organisme ne répond pas qu'à la température, il répond à l'humidité. Et pour les animaux, c'est exactement la même chose. Quand il fait chaud et humide, les vaches sont en stress. Et quand elles sont en stress, elles produisent moins de lait et elles ont des problèmes de reproduction. Donc ça a un impact économique important pour la région. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup moins de lait cette année au cours de l'été et ça a posé des problèmes sur le prix du lait. Là, ici, vous avez l'indice THI jusqu'en 2100 à Rennes. Donc quand on est en jaune, c'est un indice THI faible. En gros, il y a un stress, mais ce n'est pas non plus dramatique. Par contre, quand on est en violet, ça commence à devenir modéré, et donc là, il y a des pertes de lait, des problèmes de reproduction.
forcément, plus il fait chaud, plus les indices de stress sur les animaux y montent. C'est exactement la même chose dans la région. Sauf que je n'ai pas mis le graphique de la région, simplement que il faisait un petit peu peur, puisque après le rouge, il y a le stress mortel. Donc ça, c'est plutôt en noir. Et donc, on voit apparaître de temps en temps, certains jours, un stress mortel. C'est-à-dire qu'il fait tellement chaud que les animaux, ils meurent. Les êtres humains, ils peuvent se mettre dans des bâtiments, ils ont la clim, etc. Mais là, pour l'élevage, on en parle très peu, mais en Bretagne, cet été, quand il a fait entre 35 et 40 degrés, il y a eu beaucoup de morts au niveau des poules et des porcs qui étaient dans les bâtiments, qui en fait ils ont fait une cuisson basse température et qu'ils ont étouffé. Et donc en fait tout ça, il y a plein de solutions pour l'élevage. La première solution, c'est d'investir dans des bâtiments adéquats. C'est-à-dire que les bâtiments qu'on a conçus en Bretagne il y a 50 ans, en fait, ils ne sont pas adaptés à 40 degrés. Pourtant, on a observé 40 degrés à Brest, et peut-être 42 ou 41 du côté de Rennes. Et c'est là où on a des problèmes de mortalité animale, de souffrance animale, et dans une société où on veut consommer avec un certain bien-être animal garanti, il va falloir penser à investir dans des bâtiments adéquats et un accompagnement aussi des agriculteurs pour investir. Il y a également d'autres choses, mais ça va vous paraître logique parce que c'est exactement ce que vous ferez à vous ou à vos enfants. Les vaches, quand vous les mettez à l'extérieur, il ne faut pas les mettre en plein soleil. Il faut de l'ombre. Il faut aussi leur donner plus d'eau, de la ventilation et de la brumisation dans les bâtiments. Pas forcément que de la brumisation, parce que quand vous brumisez, vous augmentez l'humidité, et si vous augmentez l'humidité, vous augmentez l'indice THI, et vous augmentez l'indice de mal-être. Des compléments alimentaires, ça va être intéressant pour améliorer la digestion, mais ça, j'en suis pas forcément persuadé encore. Et la modification des heures de ration, en gros, et j'espère que c'est le cas, quand il fait 40 degrés, j'espère que vous ne faites pas de raclette, parce qu'il fait très chaud. Donc si vous faites une raclette, c'est pas forcément le meilleur moment de la journée pour le faire. Par contre, vous mangez plus de fruits, de légumes quand il fait chaud en été, c'est normal. C'est la même chose pour les vaches, on ne va pas leur donner à 14h de l'après-midi quand il fait 40 degrés une ration énergétique parce qu'elles vont avoir trop chaud. Donc tout ça, c'est les adaptations et les anticipations. Et si vous voulez parler de la réduction de la quantité de viande, on en parle souvent d'ailleurs, n'hésitez pas à me la poser en question. Donc pour les vaches, il y a énormément d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Stocker la production, je voulais dire, revoir les dates de travaux agricoles aussi, la date de mise au champ qui peut évoluer, etc. Après, on peut faire évoluer aussi la composition des prairies pour avoir des espèces qui peuvent un peu plus produire malgré qu'il y a la sécheresse. Et je passe à la dernière partie, et là, ce graphique-là, moi je l'adore aussi. C'est la date des vendanges à Beaune depuis 1371. Il y avait des fous à l'époque qui étaient déjà en train de noter la date de vendange. Et en fait, c'est super intéressant parce que grâce à la vigne, on peut observer le changement climatique. Et vous voyez, à partir de l'industrialisation, il y a un décrochage complet de la date de vendange. Maintenant, il y a certaines années où on récolte fin août. Alors qu'avant, on récoltait généralement fin septembre. C'est simplement que la vigne croît plus vite, elle se développe plus vite parce qu'il fait beaucoup plus doux. Et on a gagné 20 jours à peu près sur la date de vendange à Beaune. Encore plus intéressant, là vous avez la date de floraison du cerisier au Japon depuis 812. Donc là il y avait des moines qui faisaient déjà les mesures à l'époque, parce qu'il faut savoir que la date de floraison du cerisier c'est presque une fête en fait du côté de Tokyo, Kyoto, etc. D'ailleurs on voit beaucoup de photos avec des cerisiers tout roses. C'est simplement une date, on l'attend en fait, c'est même presque touristique. Et là, on a observé en 2022 et 2021 un débourrement, une floraison en mars. Alors que d'habitude, c'est plutôt vers le 15 avril. Donc on a une floraison vers bien le décrochage, une floraison de plus en plus précoce. Et c'est pour ça qu'on a des problématiques sur le gel. On va revenir sur ce qui s'est passé en France. Là, vous avez en Alsace, c'est le Riesling, c'est ça ? Ouais, le Riesling depuis 1958, la véraison, la floraison, le débourrement, donc tous les stades les plus importants de la vigne, ils sont avancés de 20 jours. Donc c'est cette observation de floraison de plus en plus précoce, c'est partout dans les hémisphères nord. Et je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il y a moins de gel.
Pourtant, on a plus de dégâts dus au gel. Et là, on va essayer de comprendre pourquoi. Là, vous avez un zoom sur l'année 2022 entre le 1er janvier et début avril. Ok. Vous avez eu une période de froid pendant le mois de janvier qui correspond à une période de vernalisation. La vernalisation, c'est les besoins en froid des plantes. Les plantes ont besoin d'avoir froid pour savoir qu'il y a eu l'hiver, pour ne pas débourrer, donc sortir leurs fleurs en plein hiver. Donc il y a eu une période de froid, et à partir de cette période de froid, il y a eu de la douceur. Et la plante s'est dit, ah bah j'ai eu froid, et maintenant il commence à faire doux. Ça veut dire que le printemps est arrivé, donc je vais commencer à ouvrir mes bourgeons. Ça s'appelle un faux printemps. Et malheureusement, les faux printemps, il y en a de plus en plus souvent à cause des douceurs hivernales. Et donc au final, la plante a commencé à débourrer en mars. Malheureusement, en mars, il y a toujours un risque de gel, et surtout, il y a toujours du risque de gel en avril. Et c'est ce qui s'est passé en 2022 et en 2021. On a eu une période de gel exactement fin mars, début avril, qui a brûlé les bourgeons qui étaient sortis trop tôt. En fait, c'est pour ça que malgré que le nombre de jours de gel diminue, on a plus de dégâts dus au gel sur l'agriculture. C'est pas à cause du gel, c'est à cause de la douceur en hiver. Et là, c'est le résumé un peu de tout ça. Vous avez la référence 1976-2005, la date là c'est la courbe, la droite du temps. Là, c'est la date des dernières gelées, la période de débourrement, et le cross entre les deux périodes, c'est la période de risque de gel sur l'agriculture. C'est là où on peut avoir des pertes de rendement. Comme je vous ai dit, la date des dernières gelées à partir d'ici 2050, elle va se réduire. Donc les gelées vont être de moins en moins fréquentes au printemps. Par contre, il y a aussi la douceur hivernale qui fait que la période de débourrement, elle est de plus en plus décalée aussi. Et donc on se retrouve avec une période de cross entre le gel et la floraison qui est plus importante. Et c'est pour ça que dans un contexte de changement climatique, on peut avoir plus de dégâts dus au gel sur l'agriculture. Et malheureusement, on en a fait les frais en 2021 et 2022. 2021, on a eu 4 milliards, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même énorme, 4 milliards d'euros de pertes en 4 jours. Moins 30% pour la vigne, et juste la vigne, ça fait 2 milliards d'euros de pertes. Cerises, abricots, et d'ailleurs, je crois que ici, vous avez beaucoup souffert aussi. Moins 62%, il y a des régions, c'était moins 100%. Et vous avez ici la carte de 2022, parce qu'on a travaillé dessus entre-temps à ITK. En fait, on a fait des cartographies de risques, parce qu'on travaille sur des risques climatiques. On a fait des cartographies de risques. En 2022, vous voyez, une grande partie du nord de la France, on peut avoir des pertes jusqu'à 100% à cause du gel. Le changement climatique, c'est pas seulement le rendement, c'est aussi le goût du vin. Et là, je sais que je touche un point sensible des Français, attention. On a une évolution du terroir, une évolution du goût du vin avec le changement climatique également. Le terroir, c'est sol, climat, plante, et si le climat évolue, le terroir évolue aussi. Et en fait, le risque avec le changement climatique, c'est de produire des vins qui ne sont plus représentatifs de leur terroir. Donc là, vous avez l'évolution du taux d'alcool, c'est la courbe avec les petits carrés. Donc en fait, on a gagné à peu près 2 degrés d'alcool dans les vins depuis 1984 dans le Languedoc-Roussillon. C'est un cépage constant. Pourquoi ? Là, on va parler un petit peu de la grenadine. Si vous avez de la grenadine et que vous mettez très peu d'eau, c'est très sucré. Okay. Si vous mettez beaucoup d'eau, c'est très dilué, c'est moins sucré. Et le sucre qui est dans les baies de raisin, quand il y a une sécheresse, il est très concentré. Parce que le grain n'est pas gonflé d'eau, et donc le sucre qui est présent, le grain de raisin est très sucré. Et vu que c'est le sucre qui fait l'alcool, dans la vinification, en fait, les sécheresses font que on a une augmentation du degré d'alcool en moyenne en France à cause du changement climatique. Et on peut d'ailleurs, c'est marrant d'observer le changement climatique au travers du vin. Ça, c'est la dernière diapositive. Je sais que vous aurez beaucoup de questions après. Et donc ça, c'est les adaptations à l'atténuation pour la vigne, mais également pour, j'ai mis vigne, mais c'est également pour l'arboriculture. En adaptation, il y a forcément des choix génétiques à faire, de récupérer des cépages qui sont du sud de l'Europe pour les ramener en France. Simplement que le climat remonte, donc les cépages qui sont adaptés à des climats plus au sud, il faut les faire remonter. La problématique, c'est qu'on se retrouve encore confronté à un problème administratif en France, c'est que dans certains cahiers des charges des AOC, on ne peut pas planter tous les cépages qu'on veut. Malheureusement, il faut faire aussi évoluer les cahiers des charges des AOC, parce que
on ne pourra plus forcément produire avec les cépages de certaines régions de France. C'est la même chose pour l'arboriculture, de trouver des espèces qui soient à la fois résistantes à la chaleur et à la sécheresse, mais qui soient également plus tardives pour éviter que les bourgeons y débourrent en plein milieu du mois de mars. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas trouver forcément des variétés qui soient résistantes à la chaleur, à la sécheresse et qui soient tardives. Enfin, faire un choix, et c'est un choix par territoire, par région, par microclimat, par sol. Ensuite, il faut revoir les travaux agricoles. De plus en plus de viticulteurs se lancent dans l'irrigation. La problématique, c'est que s'il y a des manques d'eau, c'est pas forcément en adéquation. Il y a aussi la protection du sol, comme je dis, par rapport à l'agriculture de conservation des sols. Et en atténuation, il y a des choses intéressantes à explorer, c'est l'agroforesterie également. Le fait d'avoir des arbres au sein des vignobles, ça permet de lisser la température sur l'année lorsqu'il y a du gel ou des canicules, de couper le vent, donc pour les effets sèche-cheveux, c'est intéressant. Et ça permet d'avoir plus de biodiversité et de stocker du carbone, parce qu'un arbre, ça fait de la photosynthèse. Malheureusement, un arbre, ça peut aussi être contraignant pour l'ombrage, parfois ça peut apporter des maladies, ça peut utiliser de l'eau aussi. C'est pas si simple que ça, mais si on fait évoluer un système agricole intelligemment vers l'agroforesterie, c'est compliqué et il faut s'y accrocher. Voilà, on ne peut pas abandonner la première année parce qu'on n'arrive pas à le faire. Revoir les travaux agricoles, donc là c'est essentiellement le stockage du carbone, ce que je vous ai raconté précédemment. Et je termine la présentation et je laisserai la place aux questions parce que je trouve que c'est super intéressant d'avoir des questions également. Sur cette photo que j'ai faite à Cannes, d'un très beau cumulonimbus avec la lune, vous pouvez imaginer la lune qui était par là, qui éclairait l'orage, qui a été élue plus belle photo du monde en 2021. Et le Zizienne, souvent on me pose la question, donc je vais vous le dire, c'est pas la fin du monde avec le changement climatique, hein, on peut encore s'adapter, on peut encore atténuer. C'est juste la fin de la diapositive. Voilà, merci. Alors, je vous ai tendu des perches pour les questions. N'hésitez pas à me poser tout ce que vous voulez. Y a-t-il des agriculteurs dans la salle ?